avec Liège aujourd'hui? Alors Liège, j'ai pas les chiffres en tête, je l'ai affiché, c'était le nombre d'utilisateurs. Donc Liège, en fait, c'est la deuxième vague de villes qu'on a ouverte. Donc on a d'abord ouvert Bruxelles en bêta, on a testé avec Bruxelles, puis en fait officiellement on a ouvert Bruxelles et Anvers. Et après on a ouvert 4 villes, donc on a ouvert Liège, Charleroi, Leuven et Gand. Et à ce moment-là, on a vu vraiment un engouement autour de l'application, y compris à Liège. Et je pense qu'on a dans les environs de 2000-2500 utilisateurs, quelque chose, ou 3000, je sais plus exactement les chiffres. Avec des parkings suffisants? Ah oui, alors Liège, au niveau du parking, je me rappelle que la réglementation est effectivement un petit peu bizarre. Il y a des zones. Une bonne anecdote par rapport à Liège, par exemple, c'est une des villes pour lesquelles on a eu le plus de difficultés à avoir accès aux informations. Il faut savoir que les informations de parking, c'est des informations qui sont c'est géré par la commune. Et donc la commune est censée informer leurs habitants, mais aussi les usagers de leur rue et de leur parking. À Liège, on a contacté la commune. Ils ne savaient pas qui devait nous donner accès à ces informations-là. Du coup, on a contacté la police qui nous a renvoyé vers la commune nous a renvoyé vers la police. Et au final, on a mis à peu près 3 semaines pour avoir les informations. Avec les différents exploitants? Voilà, c'est ça. C'est ça le problème, mais on y est arrivé. Alors, une question, une réaction, un commentaire pour nos 3 interlocuteurs, n'hésitez pas. Oui? Alors, donc c'est une question sur la gamification. Donc la question, c'est ça. Est-ce qu'il y a de la gamification Ouais. dans Seapark? Qu'est-ce qui pousse les gens à jouer, à vous donner de l'information, quoi? Alors justement, on vient de commencer maintenant donc, à faire grandir l'équipe. On vient d'engager une personne qui se charge justement de tout ce qui est croissance de la communauté et surtout rétention dans l'application. Et c'est une des pistes qu'on est en train d'envisager. Mais la gamification, comme on l'entend dans Waze par exemple, c'est quelque chose qui est très fort étudié parce qu'il faut vraiment bien réfléchir on peut le faire qu'une fois et on ne peut pas se planter, on doit bien le faire dès le départ. Et donc on cherche à le faire effectivement, mais on le réfléchit fort. Peut-être brièvement expliquer la gamification. Oui, alors la gamification, c'est l'idée de gagner des points, gagner des avantages, gagner des trophées, des badges ou n'importe quoi basé sur les actions qu'on fait dans une application. Je parlais de Waze, mais par exemple, quand on signale sur Waze qu'il y a des embouteillages, on reçoit des points. Ces points ne nous servent à rien du tout. Ça nous permet juste de gagner un petit bouclier, une petite épée ou un petit truc sur son avatar. C'est intéressant, mais ça nous permet de booster l'utilisation de l'application. Merci. Une autre question, une réaction? Personne. Oui? De données justement qui vont dans le sens ici des communes et qui donnent l'information à vous, mais est-ce que dans l'autre sens, les résultats, les constats sont redonnés aux communes ou aux institutions sur des améliorations possibles des infrastructures? Alors justement, c'est ce qu'on veut faire. En fait, quand on a lancé Seapark, on se disait, tiens, avec la fonctionnalité de contrôle de parking, comme on leur permet on permet potentiellement d'éviter des amendes de parking, c'est des revenus en moins pour les communes. Et donc on se disait, ils vont nous voir très négativement. C'est effectivement un constat qu'on a eu dans certaines communes. Il y a certaines villes avec qui on a été les voir en leur disant voilà, on a des données qui peuvent vous intéresser pour améliorer vos infrastructures. Et ils ont dit il est hors de question de travailler avec vous parce qu'on va avoir un double emploi et on travaille déjà avec le prestataire de parking. Ça va pas aller avec eux. Par contre, on a des communes comme par exemple à Namur. Donc on a ouvert Namur la semaine passée. Les chemins de la mobilité nous avaient déjà contactés en disant tiens, moi je suis prêt à vous donner toutes les informations dont vous avez besoin. On sait que vous allez ouvrir Namur, parce qu'on l'avait annoncé à l'avance. Donc on veut pouvoir participer à l'amélioration de la plateforme. On a lancé l'application grâce à lui, puisqu'en fait il nous a donné vraiment les informations, les réglementations exactes. Et après, directement, il nous a demandé voilà, quels en sont les résultats, qu'est-ce que vous avez comme utilisateur, quels sont les taux d'utilisation, ce genre de choses-là. Et très clairement, c'est plutôt ce genre de relation-là qu'on préfère avec les communes. Puisque là, maintenant, s'ils nous demandent des informations sur l'utilisation d'une rue en particulier à une certaine heure, on va leur donner. Et c'est le genre d'informations qu'on veut effectivement partager aux communes. Comme je le disais, on veut optimiser le parking. En fait, le parking dans les villes, c'est 30% du trafic. De gens qui cherchent une place de parking, ce genre de choses-là. Et donc, clairement, en donnant ce genre d'informations, on peut améliorer les choses. Seapark, c'est pour optimiser le parking. On peut optimiser aussi la livraison de colis. Est-ce qu'il y a une démarche vis-à-vis des sociétés? On peut passer le micro à Mathieu Jaspard.
Démarche, pas spécifiquement. Notre site internet renseigne un peu ce que l'on fait et comment on peut utiliser notre solution dans le transport de colis. C'est vrai que c'était à la base, ce que l'on faisait est le transport de personnes. Donc, en fait, pour parler techniquement, c'est une API. Et donc, il y a une documentation autour de la solution et logiquement, tout profil technique qui lie l'API peut se connecter à Connect2Move pour justement faire de l'optimisation de transport de colis, faire de l'optimisation de transport de personnes, etc. Mais généralement, on est quand même sur une solution, on va dire, customisée dans la plupart des cas, avec des aspects complexes, des contraintes à prendre en compte. Donc, je dirais le plus facile, c'est de nous contacter. Et là, on va, nous, essayer de comprendre spécifiquement les besoins et adapter le calculateur par rapport aux besoins. Un particulier peut vous contacter pour trouver le meilleur itinéraire pour livrer un colis. Donc, un particulier, non. Voilà. Et justement, notre solution n'a pas d'applicatif, donc il n'y a pas grand-chose de visible. On peut faire une application pour montrer comment ça marche, mais notre solution n'est visible qu'à travers les applications de nos clients. Donc je vais prendre un exemple très concret. Par exemple, notre premier client, c'était la plateforme iShares. Je ne sais pas si vous connaissez la plateforme iShares, qui est un projet liégeois aussi, qui maintenant est disponible sur l'ensemble de la Belgique. C'est avec cette application-là, vous renseignez votre itinéraire du jour et vous pouvez transporter des colis sur votre chemin. Donc on vous dit, si vous allez à Bruxelles là maintenant, arrêtez-vous à la station, ils ont un partenariat avec Total, arrêtez-vous à la station Total, vous prenez le colis là et vous le déposez un peu plus loin et on vous rembourse votre carburant. Et quand vous appuyez sur le bouton recherche de colis, là ça vient chez nous. Nous on calcule et on renvoie ça à iShares. Donc on est visible à travers les applications de nos clients et c'est un peu nos clients qui font la promotion de Connect2Move. Ok, oui. Bonsoir, j'avais 2 questions. L'exemple, c'est pas Francorchamps, était, pour l'avoir vécu, assez illustrant. Quel est le coût en fait pour accéder aux informations de trafic en temps réel? Première question. Et deuxième question, est-ce qu'il n'y aurait pas un élan à inviter, je dirais, tout l'environnement start-up lié à la mobilité, par exemple en Belgique, à justement partager un maximum de données vers des agrégateurs, entre guillemets, de données comme vous, des personnes qui utilisent l'ensemble de ces données, et justement partager un maximum de données qui parfois ne sont pas du tout utiles, mais parfois le sont. Merci pour la question. Bonne question. Nous, on est assez confiants par rapport aux données en temps réel, notamment les données de trafic. On ne doute pas que d'ici quelques mois, voire un an grand max, tout sera en open data. Il y a des projets open, comme le projet Open Traffic, mais qui met du temps à se mettre en place pour effectivement une base de données mondiale, un peu comme OpenStreetMap. C'est du direct. On va peut-être attendre. On va effectivement attendre que l'alarme s'arrête. Nous sommes donc dans une concession automobile, on ne peut pas le cacher. Voilà. Et les voitures sont bien protégées. Exactement. Donc, oui. Non. Voilà, la 718 c'est tu, on peut continuer. Et donc, oui, donc nous on est confiants, on pense que dans quelques mois, tout ça, au grand max un an, tout ça sera disponible, tout ça évolue tous les jours. Sinon, pour revenir sur le prix, en fait, dans notre solution, on se base principalement sur ce qu'on appelle des speed profiles. Donc, ce n'est pas du temps réel, c'est-à-dire que c'est des données agrégées fournies par des fournisseurs comme TomTom. Qui vous disent si vous roulez rue de la Loi à Bruxelles un mardi matin à 9h, en moyenne vous roulerez plutôt à cette vitesse-là. Et ces données-là sont déjà très très performantes pour travailler, sachant que le données en temps réel pur n'est vraiment de qualité que sur les grands axes.
comme les autoroutes. Sinon, ce que l'on fait, c'est que on n'a pas accès à une donnée comme Waze, Google, enfin Waze et Google, c'est lié. On n'a pas accès directement à l'information. Donc nous, ce que l'on fait, c'est qu'on la challenge. Donc on va comparer notre route et on va l'envoyer aussi à Google pour voir ce que Google dit à travers la donnée Waze. Et ça coûte effectivement parce qu'il faut utiliser l'API Google Maps Pro. Voilà, c'est au call. Et c'est vrai que ça peut représenter plusieurs centaines d'euros par mois. Ça dépend de l'utilisation. Nicolas veut ajouter quelque chose ? Je veux bien ajouter quelque chose. Nous aussi, on utilise l'API de Google Maps principalement pour faire les recherches. Si je me rappelle bien, je ne sais pas si ça rentre dans le même package, mais les premières recherches sont gratuites. C'est genre 12 500 requêtes qui sont gratuites. Et puis alors après, ça devient cher et ça devient très cher. Donc on a intérêt quand même à faire les choses plutôt parcimonieusement. Et Frédéric veut ajouter quelque chose dans les bases de données qu'il possède. Pas grand-chose, désolé, non. Autre question ou réaction ? Je voulais savoir, est-ce que vous avez parlé de l'intégration du coût du ticket ? Est-ce qu'il y a des discussions qui sont en cours, notamment avec la SNCB par exemple, ou avec les Tech ou Delane, pour pouvoir directement payer ces 3 tickets, voire même un ticket unique, ou pour avoir les données notamment de ces entreprises publiques de transport ? Les données, elles sont disponibles, donc ça c'est déjà pas mal. Pour en revenir à comment on intègre une réservation et un paiement d'un provider comme Delane, SNCB, etc., nous, on n'est pas directement concernés. Comme on l'a présenté, nous, on est le partenaire routing donc, dans ce genre de projet. Mais pour en revenir, par exemple, à Pickaway, qui est porté par le Labbox de D'Ieteren, effectivement, eux, avant de pouvoir faire ça, ils doivent réunir tous les acteurs. C'est un challenge aussi. En fait, le challenge est à la fois technique et à la fois organisationnel. C'est qu'il faut que les offreurs de transport se mettent d'accord sur un modèle. Mais l'information, elle existe. Donc la faire remonter dans l'application et l'intégrer dans notre calculateur n'est pas un problème. C'est vraiment dire à Anvers, par exemple, effectivement, Delane est partenaire et Delane a joué le jeu. Et quand vous réservez un déplacement sur Anvers avec Pickaway, vous avez une partie qui est un ticket Delane qui est payé à travers l'application et qui va directement chez Delane. Mais tout ça, effectivement, ça demande de l'organisation. C'est vraiment pas évident. C'est le challenge de ces projets masse dans toutes les villes d'Europe où ça se met en place. Moi, j'ai peut-être une question toujours pour toi. Est-ce que tu constates une évolution par rapport aux mentalités justement sur la dernière année ou sur les 2 dernières années ? Est-ce que tu vois qu'il y a vraiment une prise de conscience réelle maintenant pour mettre toutes les données à disposition, ou bien est-ce que c'est encore lent, qu'il faut toujours refaire la même démarche de convaincre, prendre le temps ? Alors que bon, la mobilité, on en parle, il y a de plus en plus de start-up qui se créent comme toi, comme celle de Seapark. Est-ce que tu constates que les autorités... Je pense qu'au niveau autorité, on va dire que c'est lent, c'est toujours trop lent pour nous de toute façon, mais ça évolue. Et si on est là maintenant, c'est aussi parce que les données sont disponibles. Franchement, il y a encore 2-3 ans, je pense qu'un projet comme Connect2Move, en tout cas sur l'intermodalité, n'aurait pas encore de sens. Donc ça, c'est pas mal. Au niveau autorité, il y a eu cette prise de conscience parce que si vous prenez par exemple, on reprend la ville de Namur qui est un bon exemple, je pense aussi. Ils lancent le STI, un système de transport intelligent où ils vont récolter vraiment pas mal d'infos. Ils vont équiper certains axes en caméra NPR, donc ils vont vraiment faire remonter pas mal d'infos. Et à travers ce projet-là, ils ont l'intention, en tout cas presque même l'obligation, je pense, de fournir toutes ces données-là en open data. Donc les villes s'équipent et les villes vont être un bon partenaire pour nous parce qu'elles ont l'obligation de transmettre l'information mobilité en temps réel, en open data. Alors pour tout ce qui est privé, là c'est en négociation, mais je pense que des projets comme le nôtre, des projets comme Seapark, font bouger les choses aussi,
et les compagnies privées qui ont des données mobilité se rendent compte que c'est intéressant de les mettre à disposition pour qu'elles soient valorisées à travers des projets comme nous. On prend le cas des parkings, des gestionnaires de parking en infrastructure. Ils commencent tout doucement, chacun à Bruxelles notamment, Indigo, pas encore Interparking, mais à fournir leurs données. Donc on connaît la disposition en temps réel, etc. JCDecaux pour les vélos partagés fournit aussi en open data son information sur les vélos. Donc voilà, ça bouge. On aimerait que ça aille plus vite, mais on est confiant. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle parmi le public? Toujours pas. Je rappelle aussi à ceux qui nous suivent sur Facebook qu'ils peuvent aussi poser leurs questions dans les commentaires. Peut-être rebondir sur WeMove. Alors maintenant, vous avez présenté vos différents moyens de locomotion ici. Quelle est la maturité en Wallonie par rapport à ces produits? Est-ce que vous sentez, en fonction des différents tests que vous avez faits, qu'il y a des endroits qui sont plus propices que d'autres? Le seul endroit qu'on a testé, c'est la ville de Liège, mais comme je vous dis, on était confronté de nouveau à cette intervention humaine, et donc on a arrêté, donc on a repris les trottinettes. Pour l'instant, on a deux axes, donc le B2C qui est l'app, et le B2B qui se focalise sur les DRH, et on se focalise un peu plus sur le B2B, parce qu'en B2C, on a tout de même donc deux gros problèmes, c'est le vandalisme et le vol. Faut savoir que sur toutes les trottinettes qu'on a achetées, il y en a énormément qui sont rentrées cassées. C'est jamais la faute de l'utilisateur. Donc demander 500-600 € à l'utilisateur, c'est quasiment impossible. Ou même bloquer cette garantie sur la carte de crédit, c'est pas possible, parce que généralement, les utilisateurs ont un plafond maximum de 1000 ou 1200 €. Et voilà, ce plafond est généralement atteint, donc c'est impossible de bloquer ça. Et au niveau du vol, ça c'est un gros problème en Belgique. C'est un peu comme les banquiers qui prêtent de l'argent, mais n'en prêtent pas quand c'est un peu risqué. Il n'y a aucune compagnie qui assure contre le vol. KBC nous a donné une fin de non-recevoir en disant que c'était trop facilement volable et ils refusent d'assurer. Et on a déjà eu 2 cas de vol de trottinette. Voilà, un type vient réserver une trotte, il bloque 100 €, il paye 25 € pour 12 heures, et 2 heures après, on reçoit un PV de la police, un PV simplifié, nous disant voilà, hop, c'est volé. On l'appelle, ah oui, c'est volé, monsieur, c'est volé, monsieur. Et puis on ne sait rien faire. Le poursuivre va nous coûter plus cher. Donc pour l'instant, on se consacre essentiellement au B2B. Parce que, bon, quelque part, il faut gagner un peu d'argent. Le B2C, c'est bien, donc ce qui fait la valeur de la boîte, c'est l'app. Mais bon, ce qui va rapporter de l'argent au départ et donner du cash, c'est le B2B. Toujours pas de questions dans la salle? Et les entreprises utilisent aussi, pourraient utiliser les données pour améliorer aussi leur interconnexion et leur livraison. Chez nous? Oui. Je fais appel à l'équipe, donc je ne vois pas pourquoi, mais... Non, à ce stade, je pense que les data ont très peu de valeur pour eux. Je crois que c'est surtout le service qui est offert qui est vraiment intéressant pour eux, qui leur permet justement de rapidement et aisément, je vous dis, s'insérer, enfin en tout cas tenter la micromobilité, la combiner avec d'autres moyens de transport, tester la multimodalité, parce que bon, ce mot très à la mode est fort utilisé et aujourd'hui même galvaudé. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment mettre en pratique en fait cette multimodalité. Et là, vous avez des engins qui, enfin moi j'aime bien parler de l'effet papillon. Vous voyez, donc finalement c'est un petit engin assez discret et qui semble assez inoffensif, mais finalement il est très très puissant parce qu'il vous permet de couvrir ce first and last mile, ce premier et dernier kilomètre, et qui pose souvent un problème dans les déplacements. C'est là qu'au lieu d'attendre son bus à un arrêt, on peut décider de prendre un tram qui va nous mener peut-être un petit peu plus loin de la destination désirée. Mais si on est équipé d'un engin comme celui-là, c'est plus un problème parce que le kilomètre supplémentaire à parcourir ne pose absolument aucun problème. Donc je crois que le but du jeu ici, et c'est comme ça que ça a été compris, je crois, et bien reçu par les entreprises, c'est d'écouter, voilà, on comprend bien que c'est nouveau pour vous, tentez-le, testez-le, louez-le, et puis on en reparle. Et on peut même l'emporter dans les transports en commun. Oui, absolument. C'est tout l'intérêt. Alors, bon, le vélo pliable, surtout, bon, peut s'emporter, mais il reste encore fort encombrant. Bon, le gyropode que vous avez là, donc c'est l'engin en blanc, il est plutôt réservé aux, je veux dire,
pour tout ce qui est déplacement intra-entreprise, dans les ateliers, etc. Par contre, oui, la trottinette électrique a tout son sens, elle se plie, elle est légère. Là aussi, il y a tous les modèles possibles et imaginables, les monoroues aussi. Les monoroues, je pourrais vous en parler, si vous avez des questions, on peut se voir après parce que c'est un de mes dadas. Je pense que c'est vraiment un engin particulièrement intéressant. Il a un inconvénient aujourd'hui, c'est que son apprentissage demande un petit peu de temps. Mais une fois que vous avez maîtrisé cet engin, il est absolument, pour moi, incomparable et inégalable. Vous devez faire un carton au Grand Prix de Formule 1 pour utiliser ces appareils. Ben, disons qu'il est surtout utilisé pour passer comme vous appelez ça, de stand en stand, c'est ça, oui. Donc, de nouveau, c'est pour ces courtes distances, sous les événements aussi. On a aussi des demandes pour les gens où ils doivent se déplacer d'un palais à l'autre pour aller chercher un câble oui, dans le camion, enfin bon, ce genre de... et ça peut être assez fatigant. Donc oui, je pense vraiment que on est convaincu que ces engins ont un grand avenir. Seulement, bon, les gens ne sont pas tout à fait familiarisés avec leur usage. Voilà, donc un appel est lancé à Bruxelles Expo et au gérant du circuit de Spa-Francorchamps. Ou à Aldefoire. Ou à Aldefoire, oui, ici à Liège. Moi, j'ai quand même une question qui me taraude un peu par rapport à toutes vos thématiques. C'est très bien, c'est vrai qu'il n'y a pas réellement d'encombrement dans les campagnes, dans les villages, mais il y a quand même un schisme flagrant entre vous focalisez sur les grandes villes forcément parce qu'il vous faut une base utilisateur très grande pour avoir des données cohérentes et correctes, mais à côté de ça, il y a comme une fracture numérique entre le monde des villes et puis les villages, les campagnes. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça, philosophiquement parlant? C'est une très bonne question. Moi, à la base, je viens d'un petit village, il y a 900 habitants. Pour vous donner une idée, le seul moyen de transport accessible, c'est le bus. Ce bus, c'est chouette, c'est un rapido, donc il prend l'autoroute. Il nous amène très vite à la première gare disponible. La première gare disponible à 30 km, c'est à Ottignies. De là, si on veut aller à Bruxelles, on met 30 minutes de bus, plus 20-30 minutes de train. Voilà, on est effectivement bloqué. Je pense qu'avec des solutions comme Seapark, elles n'ont aucune utilité dans les villages parce que là, il n'y a pas de problème de parking. Par contre, des solutions comme Uber, les voitures partagées, ce genre de choses-là, c'est effectivement des solutions qui devraient arriver dans les campagnes. Maintenant, c'est tout à fait logique. La raison pour laquelle ils ne le font pas, c'est hyper dur de gérer une ville. Si on pense à Uber, ils doivent réussir à répondre à une offre et à une demande. Et s'ils doivent commencer à gérer l'offre et la demande dans tout un pays, c'est infaisable comparé à gérer dans une ville dans laquelle on sait que la demande va être très abondante à un point fixe. Maintenant, des voitures comme les voitures partagées de Cambio, ce genre de choses-là, on voit des stations qui arrivent de plus en plus dans les villages, dans les petites villes. Donc ça commence à arriver, clairement. Donc c'est dans la bonne direction, je pense. Et est-ce que nos autorités n'auraient pas un rôle à jouer là-dessus? Je vois Arnaud qui fronce les sourcils. Mais votre position, est-ce que vous n'avez pas aussi un rôle d'un peu de moteur à jouer, de faire prendre conscience aux autorités qu'il ne faut pas laisser le gap s'élargir trop fortement? Je ne sais pas qui souhaite réagir. Si je cède la parole à Arnaud. Nous, c'est essentiellement la micromobilité urbaine. Donc, effectivement, peut-être pas sympa pour les campagnes, mais nous, notre solution s'adresse essentiellement à des courts trajets où la densité de circulation est grande. Donc, mais quelque part, vous pourriez jouer un rôle de lobby, comme vous portez des solutions de mobilité, de dire attention, là, il y a différentes choses potentielles. Il y a Seapark, il y a Connect to Move, il y a WeMove, il y a Cambio, on les a accueillis ici, il y a Drive de BMW, il y a Drivey, il y a tout ce qu'on veut, mais il n'y a pas non plus moyen de votre part d'être un peu un lobby pour faire en sorte que les autorités, lorsque vous êtes face à elles, elles répondent à vos questions. Je ne sais pas si on a la prétention d'être un lobby vers qui que ce soit, mais oui, on peut jouer une influence. Et j'ai donné l'exemple
J'ai donné l'exemple de Spa-Francorchamps, il est au milieu de nulle part, on va dire. C'est Spa-Francorchamps, mais accessible uniquement en voiture. La solution qu'on développe répond un peu à la question. Donc c'est clair que nous, notre calculateur d'itinéraire multimodal, il est disponible partout au final. Mais c'est sûr que là où il y a moins d'offres, il y aura moins de résultats. Et puis peut-être pour rebondir sur ce qu'a dit Nicolas, nous par exemple, on essaye, c'est pas évident, de mener un projet avec le TEC, un projet bimodal, voiture, bus, sur les lignes saturées. Sur les lignes saturées, il y a 38 lignes saturées du bus TEC en Wallonie. Et on se dit, tiens, aux heures de pointe de saturation, pourquoi pas faire monter les gens aussi dans des voitures qui utilisent le même chemin. L'exemple phare ici à Liège, c'est la ligne 48. Et on se dit, tiens, sur les quelques arrêts au pied de la côte du Sartillement, oui, le matin, entre 8 et 10, les gens qui n'arrivent pas à monter dans le bus pourraient monter dans les voitures, puisqu'il y a plein de voitures qui montent au Sartillement, qui vont exactement au même endroit. Il y a d'autres problématiques comme ça ailleurs dans les villes. C'est une problématique de ville, mais en fait, notre idée, nous, c'est qu'on pourrait transposer ce modèle-là aux campagnes, sur les lignes à l'inverse, où il n'y a pas de demande et où justement le TEC supprime des lignes. La problématique est la même, mais inversée. Mais où il y a aussi des voitures, et où les voitures peuvent être un complément intéressant au TEC, ou des véhicules plus adaptés, plus petits, etc. Et le TEC nous a répondu, oui, très bien, votre projet. Ça prend du temps, de toute façon, de mener un projet avec le TEC. Donc voilà, c'est dans le pipe, c'est en cours, mais avec l'idée de dire, écoutez, nous, on a essayé déjà de mener des projets en milieu rural. On s'est chaque fois un petit peu cassé la figure. On ne veut plus recommettre ce genre d'erreur. Et donc, très bien, le projet est très bon. On va le mener en milieu urbain, le tester, le valider. Et une fois que le modèle est validé en milieu urbain, on va le transposer en milieu rural. C'est un peu ça la logique aussi. Okay. Mais c'est vrai que je pense que c'est une bonne méthode. Mais donc, le milieu rural n'est pas abandonné complètement. Okay. Oui. Sur ça, évidemment, en Wallonie, 50% des gens habitent en milieu rural. Hein. Mais la mobilité, les problèmes ne sont pas les mêmes. Et donc, je pense que l'intermodalité, c'est une très bonne réponse. Si j'habite dans la campagne, j'ai besoin d'un véhicule pour aller travailler, ou en tout cas, on a l'habitude chez nous. Par contre, c'est quand je m'approche d'un pôle urbain, comment je peux me débarrasser de ma voiture pour monter dans un train, dans un bus. Et c'est là qu'une app qui nous dit tout de suite, gare-toi, prends le bus un tel, puis tu prends le train, et tu reprendras ta voiture en fin de journée. Voilà, je pense que ça, c'est une solution très, très intéressante. Juste pour ajouter quelque chose, j'ai pas vu vraiment, on en discutait à la pause, la notion de coût. Vous avez mentionné le coût du parking, mais au final, si quelqu'un, je dirais, une réflexion purement en termes de coût, d'après ce que je vois, le coût est bien plus élevé quand on est sur une intermodalité ou quand on emprunte plusieurs, une location de éventuellement WeMove, plus un train, plus un bus, plus un parking à la journée pour la voiture, on arrive sur des montants astronomiques et je pense probablement infaisables à long terme. Est-ce qu'il ne faudrait pas là aussi inciter des acteurs avec qui vous collaborez déjà sur des tarifs spéciaux, de personnes qui viendraient quotidiennement remplir leur parking et donc je pense qu'il y a une notion de coût à réfléchir et une notion de business model à réfléchir autour de l'intermodalité. Et juste une petite remarque par rapport aux trottinettes électriques. Je pense que justement, vous ne devez pas vous concentrer exclusivement sur l'urbain. J'ai dû prendre les transports en commun pour aller à l'université de Liège. Et en transport en commun, on était environ entre 1h et 1h30 aller, plus 1h et 1h30 par jour. En voiture, on est de l'ordre de 20 minutes. Et justement, la gare était à quoi? En fait, 1,5 km, 2 km de mon habitation. Et c'est par exemple des distances qui, je pense, dans un milieu rural, rentrent complètement dans les distances de votre trottinette. Donc je pense qu'il faudrait... Absolument, je crois que c'est une question très intéressante. C'est qu'il n'y a pas vraiment de chasme entre le monde rural et la ville, parce qu'il y a en effet beaucoup de gens qui vivent en dehors des villes, qui y travaillent, qui viennent travailler dans les villes. Et je parlais d'ailleurs aujourd'hui à quelqu'un qui me parlait, je ne sais pas où cette personne, mais elle possède une trottinette.
Et elle me disait que elle monte dans le train, elle arrive à Bruxelles, elle emprunte sa trottinette pour se rendre à ses rendez-vous. Si je me trompe, je ne sais pas où est cette personne, mais oui, là-bas. Voilà, c'est le monsieur qui est au bar là-bas avec son téléphone en main, qui ne nous écoute pas. Nous disait qu'il économisait à peu près 6 heures par semaine, je crois, grâce à l'usage de sa trottinette. Et donc, il y a d'autres solutions aussi, c'est qu'on peut emprunter sa voiture, charger sa trottinette ou son engin de déplacement et se garer à 1 kilomètre de sa destination. De nouveau, c'est plus un problème. On fait ce dernier kilomètre avec cet engin de déplacement. Et donc, l'avantage de ces engins, c'est qu'ils apportent une réponse immédiate au problème qu'on a. C'est qu'on a une réponse pratique, concrète, pour résoudre le besoin d'aller en ville, par exemple, ou se déplacer. Les applications qui sont là, on a besoin les uns des autres. Donc, j'encourage à ce qu'elles se développent au plus vite et au mieux. Mais je crois que là, on a déjà, il existe des solutions très pratiques, qui ont leur coût, certes, mais on peut toujours les louer aussi. Juste pour terminer, c'est que généralement, les derniers kilomètres, on va les faire dans le monde urbain. Donc, on va prendre sa voiture jusqu'au train, avec sa trotte, et puis c'est à partir donc, du point d'arrivée qu'on va prendre sa trotte dans le milieu urbain. Ça, c'est la réponse à la deuxième question de monsieur. Peut-être la réponse à la première question. Oui, très bonne question. La notion de coût peut être exprimée de plein de façons différentes. C'est ce qu'on essaie de faire à travers notre solution. Donc, effectivement, quand j'ai parlé de la requête utilisateur, c'est est-ce que je veux aller le plus rapidement, le plus écologiquement, le plus économiquement, là où je vais dépenser le plus de calories, etc. C'est intégré. Donc, en fait, effectivement, on calcule, nous, tout le coût, la pénibilité de la route, avec tous ces points d'arrêt, etc. Ici, je l'ai exprimé principalement en temps, en minutes. Pourquoi ? Parce que c'est ce que recherchent principalement les gens quand ils se déplacent. Mais il y a aussi la notion de coût, combien ça me coûte en argent. Et là, je dirais, il y a deux niveaux, il y a deux perceptions. Il y a effectivement ce que ça me coûte effectivement. Là, on peut l'objectiver. 1 kilomètre de voiture, ça représente autant. Et je compare ça avec mon ticket de train plus ma location de voiture partagée, etc. Et je peux rapidement objectiver ça. Il y a un autre élément qui est plus difficilement objectivable, mais le temps, on pourrait le monétariser aussi. Ça a une valeur, la pénibilité, le fait de pouvoir travailler dans le train, etc. Donc, le calculateur va vous renseigner les coûts, les coûts réels. Et étonnamment, c'est pas toujours, parce que les gens ne se rendent pas compte du coût de leur voiture, mais c'est pas toujours la voiture la moins chère. Et si je reprends mon exemple Recourt-Flagey, en fait, c'est moins cher d'y aller en transport en commun, si évidemment on ne se paye pas la première classe avec un ticket. Si on prend un rail pass, quand on prend un ticket de bus, même normal à 2,10 € à Bruxelles, ça coûte nettement moins cher d'y aller avec la méthode proposée qu'en voiture, si on est seul dans la voiture. À partir du moment où on est deux dans la voiture, là ça change. Donc effectivement, mais on essaye d'intégrer tout ça dans la solution. Est-ce qu'il reste des questions dans la salle ? Non. Eh bien, je propose, Marc, d'en rester ici, de remercier nos orateurs d'avoir participé, à vous tous d'être venus. Encore une fois, merci également au Porsche Centre de Liège de nous avoir accueillis ce soir. Et puis, je vous donne rendez-vous le 7 mars pour le prochain Café Numérique Liège sur les technologies et l'éducation. Merci à tous et bonne soirée.